Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision engagée. Je suis un artiste engagé, un militant et un citoyen du monde. La France vote Macron facho. Booba, c'est un autre phénomène. Mais je cautionne absolument pas parce que je trouve qu'il raconte de la merde. Pendant ce temps dans les quartiers, les lascars se font sauter pour un bout de shit dealé. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. BHL, c'est celui qui a contribué à installer le terrorisme en Afrique. Révolution. Ce sont des choses, bien évidemment, avec la passion qu'avait M. Sarkozy pour George Bush, ça ne m'étonne pas qu'on aille en guerre de toute façon à un moment donné. Sarkozy, Sapristi, quel triste sort. La prochaine révolution sera hardcore. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Rost. Rost, je ne vais pas prononcer votre vrai nom en entier, sinon je risque de l'écorcher. Et puis de toute façon, partout où vous allez, vous êtes Rost, le rappeur, chroniqueur, écrivain, producteur originaire du Togo qui a fait de Paris son champ de bataille. Arrivé en France en 1987 avec vos 9 frères et sœurs, vous avez pissé activement sur les braises des émeutes tristement célèbres des banlieues parisiennes en 2005. Il y a 20 ans, vous avez lâché la bombe à graffiti, empoigné le micro en studio et posé votre cul sur les bancs de l'université de droit. De gamin des rues à producteur de hip-hop, il n'y avait qu'une prise de conscience. Fondateur et président de Banlieue Active, vous tapez du poing sur la table pour que les jeunes se ruent sur les listes électorales et votent au moins aussi assidûment qu'ils glandent dans les quartiers. En 2005, vous perdez un pote SDF mort de froid sous sa tente, plus aucun doute, votre vie sera au service de la collectivité. Les politiciens vous écoutent, vous squattez les médias, certains s'étonnent même qu'un rappeur puisse parler correctement et vous torchez un bouquin sur votre parcours. En 2011, c'est Hollande lui-même qui vous lance un coup de fil pour que vous l'aidiez à draguer les jeunes des quartiers pour sa campagne présidentielle. Il ira même jusqu'à utiliser votre morceau L'avenir c'est nous durant les primaires, la classe. Aujourd'hui, vous mettez une touche finale à votre court-métrage, rêvé d'un long et squattez toujours les médias et les couloirs du Conseil économique, social et environnemental, engagé et engageant, le Rost. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, merci de venir de Paris pour nous voir, Fred. C'est sympa. Ouais. Il a l'air convaincu. Le train était en retard en plus, c'est ça ? Pardon ? Le train était en retard. Exactement, ouais. Mais quand on vit en Suisse, à chaque fois, c'est pareil. Et ça, c'est les TGV, c'est pas les suites. Ah, le retard, il est français, il n'est pas suisse. Ah bah tiens. Alors, vous êtes venu jusqu'en Suisse. Moi, je suis allé jusqu'à votre profil Facebook et vos réseaux sociaux pour voir un tout petit peu comment ça se passe quand on est quelqu'un d'engagé comme vous sur les réseaux. C'est droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Rost. Sur Facebook, vous avez 5000 amis. Bam, pile poil et pas un de plus. Vous êtes plein et vous le dites. Vous aimez les banlieues numériques, Francky Vincent, Robert U, SOS Racisme au Jura, Benoît Poulvord, Sonia Roland, Karine Lemarchand, Bicurious TV et vous-même. Dire fuck à l'extrême droite ne vous empêche pas de dire love à la Saint-Valentin. Vous montrez vos muscles, vos muscles, vos muscles, vos muscles, vos muscles et vos muscles, mais vous dites merci avec les mêmes dessins que ma fille. Vous avez retrouvé Loana avec Les tifs plus roses que la vie. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous citez Malcolm X, Luther King et Jacques Brel. Vous êtes à contre-courant mais aussi à contre-jour et vous faites des selfies à l'Elysée. Vous avertissez vos fans que vous êtes bien dans le TGV pour Bicurious TV et ils vous demandent du chocolat, du chocolat, du chocolat, des montres et les comptes secrets de la classe politique française. Sans oublier de donner régulièrement quelques coups de pouce à vos potes. Alors les réseaux sociaux, c'est votre première maison ou presque, vous êtes très très actif dessus. J'essaye de garder le lien avec certaines personnes avec qui on échange, qu'on ne connaît pas directement, mais avec qui on échange quand même pas mal. Et puis c'est finalement une manière de rester en contact aussi avec la jeunesse, parce que la jeunesse c'est là que ça se passe, c'est là que ça vit, c'est là que ça cause. Enfin vous êtes jeune, Oui, ouais, mais la jeunesse... Merci. Moi je suis jeune aussi, d'accord. Mais Toi et moi c'est fini, Fred. Il y en a des plus jeunes et les plus jeunes, moi je parle des gens de 20 ans, moi j'ai 24, donc je les connais bien.
Mais la vraie jeunesse, c'est sur Facebook, si on a envie de les rendre un tout petit peu attentifs à ce qu'il faut faire, ou à ce qu'ils doivent faire, ou à ce qu'ils devraient faire. Ça fait partie des outils, mais je pense qu'il n'y a quand même pas mieux que le terrain. Moi, je suis un homme de terrain, j'aime beaucoup être au contact des gens. À Paris, en région parisienne, souvent je croise des gens avec qui on discute, soit parce qu'ils aiment bien le foot et qu'ils me voient dans l'émission de Pascal Praud. Donc on commence à parler de ça et puis on parle société. Et puis vous avez ceux qui sont un peu plus âgés, qui eux suivent plus les débats. Et ça aussi, c'est l'avantage d'être éclectique, c'est que ça permet de toucher plein de gens différents et de pouvoir mener les combats qu'on mène sur différentes cibles, quoi. On dit souvent que le bistrot a changé d'endroit puis que maintenant c'est sur Internet. C'est pas forcément vrai, c'est ça? Ben, en partie, si. Et c'est triste d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs inconvénients. C'est que tout le monde se croit le droit d'eux. Voilà. Et vous avez ceux que j'appelle les révoltés du clavier, qui sont des gens qui sont assis derrière leurs ordinateurs et qui passent leur temps à insulter les autres parce qu'ils ont dit telle chose dans telle émission qui ne leur convient pas. Donc, ils vont les traiter de tous les noms. Ils vont menacer les gens parfois, parce qu'il y a des sujets sur lesquels, lorsqu'on intervient, on reçoit des menaces de mort. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le lieu où les jeunes s'expriment et on peut enfin les entendre? Alors, justement, il y a... Je vous enverrai quelqu'un un peu plus tard qui est en train de mettre en place un projet qui d'ailleurs habite pas très loin maintenant ici en Suisse et qui est en train de monter quelque chose de très intéressant pour raccrocher les jeunes à la citoyenneté et au débat public justement. Alexandre Jardin aussi dans ce mouvement en France. Oui, ce qu'il a lancé, les faiseux, je trouve que l'idée est très 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 intéressante. Ouais. C'est un homme d'ailleurs, c'est un homme très engagé que j'admire beaucoup. Bon, vous nous l'envoyez alors quand vous retournez à Paris. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis alors, le rap, on l'a entendu là, le court-métrage aussi, vous avez écrit un livre. Votre engagement, ça ne s'arrête pas et ça va être un peu le cœur de notre blabla. On l'a entendu dans le portrait que Fred a dressé. Bravo d'ailleurs, hein, parce que... C'est fouillé, hein. Ah, mais vous avez travaillé, c'est bien, bravo. Ouais, heureusement, on le fouette ici pour ça. Pour une fois qu'il y en a un qui dit que je travaille, c'est tout quand même. Ross, 2005-2015, 10 ans après les émeutes dans les banlieues de Paris. Fred l'a dit, vous êtes quelqu'un d'engagé, on l'a entendu, hein, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Selon vous, en ces 10 dernières années, quelles ont été les évolutions? Comment est-ce que ça a évolué finalement? Ah ouais, ça c'est une grande question. Alors, d'ailleurs, je voudrais d'abord rendre hommage aux familles des 2 gamins à qui la justice n'a toujours pas été rendue. Et on va continuer le combat à leur côté pour qu'ils finissent par avoir gain de cause et que les responsables soient condamnés. Alors, les évolutions depuis, vous avez utilisé un mot qui n'est pas le bon, c'est émeute. C'était une révolte sociale. D'ailleurs, ça a été la conclusion du rapport des renseignements généraux. Les journalistes utilisent le mot émeute parce qu'on parle de banlieue. Banlieue, émeute, ça fait peur à la France. Donc on dit ce sont des sauvages. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on essaye de faire attention à la sémantique parce que ça a une résonance dans la tête des gens. Et puis surtout, ça renvoie aussi les gamins à leur inconscient. Et le fait qu'on doit briser le ghetto mental dans lequel certains nous ont enfermés pendant trop longtemps. Et ce travail de déconstruction doit se faire à travers les gens, entre guillemets, qui ont pris conscience de cette espèce de colonisation d'esprit qui fait qu'on nous maintient dans la promiscuité et on évite qu'on évolue et qu'on rentre dans les mêmes sphères que ces gens-là et leurs enfants. Donc, mais est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ou pas depuis? Alors, je pense qu'il y a eu un élan qui venait du terrain à ce moment-là, à travers différentes associations et différentes personnalités du monde artistique, qu'on fait que les politiques se sont dit, là, je pense qu'il faut qu'on réagisse sur plein de choses, notamment la question les questions de diversité au niveau média ou dans les écoles. Donc il y a eu plein de choses qui ont été impulsées malgré tout.
celui qui était le pyromane, qui a ensuite essayé d'être le pompier, qui était Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui, avec ses propos, qui a déclenché ensuite qui a déclenché ces révoltes dans les quartiers. Est-ce que des propos peuvent, à eux seuls, déclencher quelque chose? Est-ce que c'est pas plutôt une goutte? Est-ce que vraiment des mots peuvent... Je vais vous dire que, ne serait-ce que sur le plan humain, demain, si vous m'insultez, ma réaction, elle sera immédiate. Je vais jamais le faire, vous êtes trop musclé déjà. Ma réaction sera immédiate. Parce que j'estime que le respect, on doit du respect à toutes les composantes de la société. Lorsque vous vous sentez déjà exclu d'un système et que, en plus, on se permet de vous traiter de racaille et de merde à nettoyer au Karcher, à un moment, stop. Même si ce n'est pas que cet élément-là qui a fait exploser les choses, il y a eu, je pense que ce qui a déclenché réellement la révolte, ça a été le mensonge de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, et du Premier ministre à l'époque, qui était De Villepin, qui ont menti en disant qu'il n'y avait pas eu de course-poursuite derrière ces gamins qui se sont réfugiés dans ce transformateur et qui en ont pâti par leur vie. Donc, le fait de toujours nous prendre pour de la merde, à un moment, oui, il y avait des gens qui avaient envie de dire stop. Vous êtes vous-même l'exemple d'une réussite en France. Alors, est-ce qu'on a cette chance de réussite, même lorsqu'on vient d'une banlieue, ou selon vous, il faut vraiment en faire 1000 fois plus? Nous, ici en Suisse, on a quand même assez les mêmes chances de réussir. Et quel que soit le niveau social d'où on vient, on a un accès aux études, on a un accès à l'université, etc. Selon vous, en France, vous êtes la matérialisation de cette réussite, de la banlieue. Mais alors, tout est relatif. Quand on parle de réussite, pour moi, c'est subjectif. Quelqu'un qui fait son travail, qui est un boulanger, qui fait son boulot tous les jours et qui arrive à nourrir sa famille, à payer son loyer, à partir en vacances, la majorité des gens, ils ne veulent que ça. Tout le monde ne veut pas devenir Ross, tout le monde ne veut pas devenir Non, mais d'accord, rappeur, mais est-ce que même ça, on y arrive? devenir... Est-ce que même ça, on y Alors, arrive? justement, et le problème, c'est que, c'est pour ça que je vous disais que c'était important le travail de déconstruction qu'on essaye, nous, de faire depuis quelques années, c'est que on a dit à certains gamins, de toute façon, vous habitez dans tel endroit, vous êtes condamnés. Vous ne servez à rien, vous êtes le mal de la France, donc voilà, tout ce qui cause des heurts, braqueurs, dealers, tout ce qui se termine en heurts et qui cause des heurts, c'est pour ces gens-là. Donc ils ont fini par l'intégrer et du coup il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Et ce plafond de verre, il faut le casser pour leur dire aux gamins, vous pouvez réussir, vous n'êtes pas condamné à l'échec. Avoir des handicaps ne veut pas dire qu'on est handicapé. Voilà. Vous, depuis 2005, c'est là que vous avez pris conscience aussi, et puis vous êtes passé du côté de ceux qui agissent vraiment. Est-ce que, de l'autre côté, on a peut-être aussi réalisé que ça ne pouvait pas se faire aussi rapidement? Est-ce que vous avez pu voir vous-même que finalement, malgré les bonnes volontés, s'il y en a, c'est peut-être pas facile? Mais vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez aux gens. Quand vous êtes dans l'urgence, il n'y a que l'instant qui vous intéresse. Donc, on essaye d'expliquer aux uns aux autres. C'est comme aujourd'hui, ceux qui disent que le gouvernement actuel ne fait rien, c'est pas vrai qu'ils font pas rien. Ils essayent de faire des choses, ils impulsent des choses. Mais on ne va pas résoudre en 5 ans ce qu'on n'a jamais réussi à résoudre en 30 ans de politique. Donc, le boulot, il est énorme. On part de très loin. Il va falloir continuer à travailler là-dessus, mais faire de la pédagogie dans le même temps, dire aux gens que c'est pas simple, mais voilà. Après, il faut aussi que les politiques changent leur manière de faire avec ces quartiers. C'est qu'on nous a toujours emmené des énarques ou des sociologues qui venaient observer le quartier pendant quelques jours et qui faisaient des rapports qui disaient oui, voilà, ils viennent comme dans un zoo, ils observent. Mais en gros, il faudrait faire quoi? Mais il faudrait... Pratiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Première chose, je pense que il ne faut plus cette politique du up, down. Il faut exactement le contraire aujourd'hui. Down, up. C'est-à-dire que ces énarques... Mais ça, c'est toute la société qui est comme ça. Elle est bâtie comme ça. Oui, mais il faut que ça change. C'est un changement de paradigme qu'il faut. Il faut que ça change. Parce qu'on ne peut plus confier nos destins à des énarques
qui ne connaissent strictement rien de nos réalités. Oui, mais Hollande a essayé. Il a quand même mis des gens... Enfin, mais non. Alors, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas que des énarques dans le gouvernement. Je vous arrête tout de suite là-dessus. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'énarques dans les ministères que depuis que François Hollande est au pouvoir. Je le dis à contre-cœur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, j'ai bossé sur sa campagne. C'était une de mes chansons qu'il avait pris pour sa campagne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Par contre, sur le plan politique, il y a des choses qui sont impulsées, qui sont très bien, mais de l'autre côté, c'est l'énarchie dans les ministères. Mais est-ce qu'au final, c'est toujours tout en haut qu'on peut faire des choses? Est-ce que justement ce que vous faites vous, ce que d'autres font dans les quartiers, est-ce que ça peut pas déjà aider, non pas à changer la société, mais à faire en sorte que de plus en plus de jeunes puissent prendre leur destin en main? Parce que moi non plus, je suis pas content tout le temps de ce qui se passe en haut. Par contre, on peut essayer en bas de faire en sorte que nous, notre entourage, avancions comme on le veut, quoi. Comme vous avez fait vous dans votre carrière, finalement. Mais c'est ce qui se fait déjà. Sauf qu'à un moment, il faut passer... Quand vous devez passer un certain stade, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Voilà. Parce qu'il y a des politiques qui sont impulsées, il y a des renvois d'images aussi. Donc la question de la représentativité, par exemple. Vous allumez la télé, vous regardez l'Assemblée nationale, vous regardez tout ça, elle n'est pas représentative. Donc, moi, j'ai besoin de m'identifier à des gens. Aujourd'hui, qui me représentent? Personne. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Et si vous représentiez vraiment, mais si vous alliez faire de la politique politicienne, il faut peut-être y aller au cœur. Oui, mais on ne décrète pas d'y aller. Et à un moment, il y a des gens qui ont la main mise là-dessus et qui se font des passerelles entre eux. Donc, ils vont placer les gens de la promo telle de l'ENA dans les différents postes qu'il faut. Et de l'autre côté, vous qui venez de l'extérieur, qui n'êtes pas du sérail, qui n'êtes pas de la famille d'eux, qui n'êtes pas le fils d'eux, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. Les combats, on peut les mener sur les terrains, on peut à un moment essayer de briser les barrières, parce que ça a été un combat aussi pour arriver sur le plan médiatique. C'est pareil, quand vous n'êtes pas du sérail, c'est très compliqué aussi. On vous demande d'être connu pour passer à la télé, mais avant de passer à la télé, comment on fait pour être connu? À un moment, il faut y passer. Vous-même, vous avez fait comment, en fait? C'est quoi le... Alors, moi, la chance que j'ai eue, entre guillemets... Il faut crier aussi, il faut la provoquer. Non, la chance, il faut la provoquer aussi. Mais au-delà de ça, moi, j'étais déjà artiste. J'ai mis une dizaine d'années à construire sur le terrain. Moi, je prenais ma voiture, je fabriquais mes disques, j'avais monté ma petite boîte de production en 95 et je produisais mes disques moi-même. Je venais d'ailleurs ici à Lausanne, je suis venu faire quelques concerts ici et je venais vendre mes disques à des boutiques, des petites boutiques ici à Lausanne d'ailleurs. Et je chargeais mon coffre et j'allais partout à travers la France. J'allais voir les gens sur le terrain, je distribuais mes stickers, mes flyers, je faisais la promo de mes trucs comme ça et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Vous êtes sur le terrain, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Au-delà de ce court-métrage qui va bientôt sortir. Il sort quand d'ailleurs? On est en plein montage dessus, donc je pense d'ici 2 mois à peu près, ça devrait être prêt. Et puis la prochaine étape pour vous? Et vous avez peur pour la France? La prochaine étape, vous avez peur? Je pense que pour l'instant, les gens sont résignés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un danger immédiat, instantané. Par contre, quand les gens vont se réveiller, oui, je pense que ça risque de faire très mal, si les choses ne bougent pas d'ici là. Je vous propose, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, de se demander qui a fait quoi dans l'actualité aujourd'hui et dans les réseaux sociaux. C'est le qui quoi. Okay. TV on blast, turn it down, don't want it to clash with my body screaming out now. Rihanna. Rihanna, déjà vous savez qui c'est bien. Vous êtes, oui, bah écoutez. Vous êtes à jour. Est-ce que vous aimez Rihanna? Oui, j'aime bien. Après, je ne suis pas fan de tout, mais je trouve que c'est une bonne artiste. Alors, elle fait l'actualité aujourd'hui, depuis hier soir tard. Pourquoi? Alors, c'est pas parce qu'elle s'est mise à poil. On nous donne tout de suite la réponse. Elle va jouer de nouveau, malheureusement, au cinéma dans le prochain film de Luc Besson. Pourquoi malheureusement? Alors, parce qu'elle a déjà essayé, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un film qui s'appelait Battlefield. C'était un scandale absolu.
Et puis là, elle se remet dans le cinéma. Avec Luc Besson... hein, Avec Luc Besson, ouais. Certains diront que c'est pas forcément... Oui, c'est un voilà. génie. Est-ce que quand on est artiste, il faut forcément toucher à tout? Est-ce qu'on est comme ça, se dire, bon ben voilà, ça c'est fait, la musique c'est fait, il faut que j'essaye un peu le cinéma, un peu le théâtre? Mais moi j'ai envie de vous... je vais juste, avant que vous ne répondiez, est-ce que quand on est artiste, on est obligé de rester dans une case? Vous avez les deux on peut poser la options. question des deux côtés, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça. En fait, je pense que quand on est créatif, de toute façon, on a besoin de toucher à plein de choses. Moi, je ne peux pas me cantonner juste à un truc, c'est pas possible. J'y arrive pas. Donc, et puis, ça fait partie de l'artistique, hein, le cinéma, tout ça, c'est de la création. Quand vous écrivez une chanson, vous avez toutes les images dans la tête. Donc, c'est une continuité, en fait, quand vous allez sur le cinéma. En plus, ça fait partie de... En général, les gens qui chantent, c'est pour exprimer des choses. Et le cinéma, c'est pareil, c'est pour exprimer des choses. Donc, il y a plein de gens qui me disent « Mais putain, mais tu fais aussi du cinéma, t'as écrit un bouquin, t'as fait ci, mais... » Enfin, moi, je le fais naturellement, je me rends même pas compte, en fait. C'est les gens qui me font prendre conscience de ce que je fais, mais dans l'absolu, pour moi, ça va de soi. Vous qui êtes très souvent dans les médias et vous les connaissez très bien, je vous propose de prendre contact avec Le Matin, un journal de la région, avec qui on va discuter de ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est le duplex. Bonsoir Laurent Zibonman. Bonsoir. Nous allons parler ce soir automobile, car les automobilistes en particulier, peuvent se réjouir s'ils ont reçu une amende à double venant du canton de Vaud, de la police du canton de Vaud. C'est normal, c'est ce qu'on a appris cet après-midi, des automobilistes qui ont été pincés pour excès de vitesse sur le viaduc de Chillon, si c'est votre cas, je ne sais pas, ont reçu leur amende 2 fois à la suite d'un couac informatique. Alors, ça touche les contrôles effectués, je le précise, prenez note, du 12 au 19 octobre dernier sur le viaduc de Chillon. Ces contraventions faisant suite à un excès de vitesse ont été envoyées à double et ça ne concerne que des automobilistes suisses, précisons-le. Alors, c'est très simple. Un courrier sera adressé au contrevenant et qui leur indiquera évidemment la manière de procéder. Parce qu'il s'agit évidemment de ne surtout pas payer cette amende à double. Mais on sait combien d'automobilistes sont concernés? Visiblement, il y en a beaucoup, il y en a plus de 500. Et donc le coût d'un tel couac informatif, on a une idée de ce que ça va engendrer comme coût administratif? Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, voilà, c'est exactement ça. Non, c'est pas exactement, mais effectivement, ça doit coûter une coquette somme. Rust, est-ce que vous avez la malchance de conduire des voitures? Ouais, moi, je suis un intégriste de la voiture, donc je suis à fond, tout le temps en voiture. Donc aussi à fond dans les amendes, à fond dans ah ouais, oh là là, c'est ça. M'en parlez pas, hein. J'aurais donné trop d'argent, moi, pour les amendes. Laurent Zibonman, merci beaucoup. Et puis, joyeux Halloween, hein. On voit que vous êtes... Il y a des toiles d'araignée et tout. Des toiles d'araignée, on a une déco vraiment très bien faite, qui a été faite par toute l'équipe du matin. Là, on a fait un apéritif d'Halloween, c'était très bien. Ouais. Ou alors vous n'avez pas fait le ménage depuis longtemps. Merci beaucoup Laurent. Nous, on va passer à la culture. Le chanteur jurassien Lia sort son 3e album Quand l'homme s'endort. Bon, on va aller tendre l'oreille de ce côté-là. À la manière d'une ligne de vie tracée dans le creux de la ville, suivre le cours d'eau qui emmène sur les traces de Lia. L-I-A, comme l'anagramme d'Ali, son arrière-grand-père, qui ne venait pas de là-bas, mais bel et bien d'ici. Enfin, de là-bas au cœur des montagnes jurassiennes. Lia, chanteur underground attachant, vient de sortir son 3e album Quand l'homme s'endort, un disque qui réveille les épidermes et caresse dans le sens de l'âme. Rencontre. T'es bien là? Je pense que sur scène, j'ai un personnage qui peut être profond et drôle.
Et voilà, j'ai une aisance sur scène avec le public aussi. Et en même temps, je fais pas de la musique de foire. Enfin, je crois. Roule pour tenter d'oublier le borsch réchauffé. La première chanson de mon album s'appelle Dialogue avec la lune. C'est vraiment un jour, je rentrais, je sais plus de mon local ou d'une répète, ou je sais pas d'où, et j'étais vraiment en face d'une pleine lune énorme à Neuchâtel, et je me suis imaginé, enfin voilà, je me suis senti super proche de la lune, mais en même temps super loin, et enfin il y avait ce côté-là où il y avait plus de frontières, plus rien, et voilà, c'est une image que j'ai eue, et puis j'ai voulu la mettre sur papier, et ça a donné cette chanson. Jusqu'aux dernières lueurs du soir, j'observe ceux que le jour sépare et les ombres disparaissent furtivement comme d'autres naissent du haut. J'ai travaillé avec un photographe avec qui je travaille depuis le début de mon projet, qui est en fait un copain, qui s'appelle Augustin Rebeté, et c'est complètement son univers, je crois, déjà. Il a ce maquillage qui peut être plus ou moins trash, mais la photo est plutôt poétique. Et moi, je donne une grande importance quand même à l'image et au graphisme d'un projet, parce que, enfin voilà, moi dans la chanson française, j'en ai marre de voir des belles gueules sur une pochette, et voilà, enfin c'est toutes les mêmes pochettes au final, c'est joli, peut-être que c'est peut-être plus vendeur, mais moi je me retrouve plus avec ça. Et je crois que c'est ça aussi dans mon projet, je vais chercher peut-être la beauté dans les choses un peu parfois moches, ou parfois, enfin, pas moche, je ne vais pas dire moche, mais plus rugueux. Voilà, plus rugueux, c'est ça. Enfin, je ne suis pas un Bastian Becker qui va faire des choses lisses, et je passe pas forcément beaucoup à la radio du coup, et le grand public des fois ne s'y retrouve pas dans mon projet, mais je vais essayer d'enjoliver les choses un peu moins lisses de la vie, je crois. Créé un groupe qui s'appelle Scanner, et voilà, on a trouvé ce nom pourri qui nous a collé pendant 11 ans, et c'est comme ça. Puis Rust, avec tout ça, on a le temps de faire encore du rap ou pas? J'avais un peu mis de côté là, parce que j'avais décidé de faire 7 ans de bénévolat à 100%, après le décès de mon ami Mouloud à l'époque, qui était devenu SDF et qu'on a retrouvé congelé un matin dans sa tente. Et comme il avait passé 7 ans sur un trottoir, j'avais décidé de faire 7 ans de bénévolat en sa mémoire. Donc jusqu'à il y a 1 an et demi, j'ai fait ça, et depuis 1 an et demi, je me remets sur mes activités peu à peu. Donc je reprends aussi le rap. Vous avez fait une chanson pour nous? Avec plaisir. Quand la caméra, il va être obligé de dire oui, après il va nous embêter. C'est ça. Non, mais avec grand plaisir. Pour Fred et Leïla. Je rebosserai un truc pour vous. Mais avec plaisir, si vous ressortez un disque, on vous accueille ici. Si on même sans disque, hein, vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu depuis Paris nous voir. Merci à vous. On vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Et puis, moi, je propose que vous vous portiez candidat aux prochaines élections. Voilà. Le mouvement est lancé ce soir. On a pas mal de gens qui me disent d'aller plus loin, de m'engager pour eux, mais c'est compliqué. Quand vous allez en politique, il faut être solide derrière, il faut avoir énormément de gens derrière qui soient des gens de confiance et des gens solides, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. On verra plus tard comment les choses évoluent. Le conseil économique, ça me va très bien, parce qu'on ne fait pas de la politique politicienne, on fait de la vraie politique, on produit des idées, et ça m'intéresse, ce type de politique, plutôt que... Mais du coup, on va vous laisser 30 secondes à cette caméra qui est là-bas, pour faire votre premier message de campagne, peut-être. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, vous avez 30 secondes pour finir l'émission à notre place, on vous laisse, on quitte même le plateau. Oui, on vous laisse. Et puis nous, on se retrouve demain. Voilà, bonne chance. Non, pas demain, Fred. Nous, on se retrouve lundi. Ah oui, bah oui. Au revoir, Rust. Merci à vous, merci pour l'accueil. Alors, que dire en 30 secondes? Ouh là 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 là, quel exercice. Voilà, non, je voudrais... le moment est propice pour avoir une pensée, une grande pensée pour les familles de Zied et Bouna,
qui nous ont quittés il y a 10 ans exactement et qui mènent un combat pour que la justice soit faite. Et on va se battre pour eux jusqu'au bout. Et le combat continue, comme dirait mon ami Kerry James.